Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. My life belonged to that struggle. Saison 2. Féminisme, genre et minorité. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen. Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits. Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins. Les procès du siècle, saison 2. Féminisme, genre et minorité. 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 4. Le corps des femmes peut-il s'affranchir des enjeux politiques ? Avec Ghada Hammer, Wassila Tamzali, Héloïse Bouton et Toufik Hakem à la modération. Bonsoir, merci d'être venu. On va encore parler ce soir des luttes féministes entre émancipation et domination. Et dans ce combat, toujours d'ailleurs d'actualité pour l'égalité entre les hommes et les femmes, rien n'est acquis à jamais, comme on a pu le constater récemment aux États-Unis et au Brésil. Rien n'est acquis, mais rien n'est figé non plus, comme on a pu le voir encore plus récemment en Iran. On va parler de tous ces sujets et d'autres, mais pour les aborder, aujourd'hui, ce soir, au MUSEM, 2 invités de marque sur scène, une autre à distance, des témoignages, des pièces à conviction, et j'appelle à nous rejoindre sur scène la grande artiste plasticienne Ghada Hammer. Ghada, prononciation à l'égyptienne ou Ghada Hammer, présente donc à Marseille parce que le MUSEM lui consacre sa première rétrospective française d'envergure, présentée dans 3 lieux marseillais, donc ici au MUSEM, au Fort Saint-Jean, au FRAC et à la Vieille Charité. Avec nous également l'essayiste et militante féministe algérienne Wassila Tamzali. Merci Wassila d'être venue spécialement d'Alger pour cette rencontre. Et puis à distance, bloquée à Paris par une entorse, Héloïse Bouton, qui est journaliste indépendante, militante féministe, ancienne membre du mouvement Femen. Merci d'être avec nous. On vous donnera bien sûr la parole, Héloïse Bouton. Le corps des femmes peut-il s'affranchir des enjeux politiques ? C'est donc la question de ce soir, de ce procès, c'est l'intitulé. Vous avez l'impression que vous faites un travail politique quand vous peignez, quand vous travaillez votre art, Ghada Hammer ? Comme artiste, c'est pour moi en tout cas, j'ai toujours voulu faire de l'art, donc aborder des questions esthétiques et de beauté, c'est très important pour moi, mais en même temps de dire quelque chose. Il y a des gens qui vont aimer, qui vont adhérer, et c'est comme ça que j'aborde mon art. Donc je sais que j'aborde des choses d'envergure politique, par exemple, parfois, pas dans tout mon travail. Ce que j'espère, c'est que des gens vont être attirés par ça et venir me joindre. C'est toujours la question du fond et de la forme. Alors, parlons justement du fond et de la forme, parce que votre œuvre est polymorphe. Vous utilisez les pinceaux, mais pas seulement. Il y a de la peinture, il y a de la broderie, il y a des photos, il y a des sculptures, il y a des installations. Certaines, ce sont des installations végétales. Est-ce que le choix de ces matériaux répond à des choses précises chez vous, à des envies précises ? Je pense bien sûr à la broderie, parce que c'est tellement lié au féminin. Oui. J'ai choisi la broderie parce que... Oui, c'est vrai. Le public n'est pas d'accord, mais on vous donnera la parole, y compris pour remettre en question peut-être mes préjugés, entre guillemets. On est là pour ça. Non, moi, pour moi, j'ai choisi de broder. Je n'aime pas broder. Believe it or not. Croyez-le ou pas. Oui. En fait, quand j'étais à la Villa Arsan, à l'école, on m'a interdit... ça c'est en France, de participer aux cours de peinture parce que j'étais une femme. Et quand on m'a interdit ça, je me suis dit, c'est bizarre, la peinture c'est au masculin. Et donc je suis allée à la bibliothèque et j'ai demandé à la libraire de me sortir tous les livres où il y a des femmes artistes. Et ça c'était à la fin des années 80. Et il n'y en avait aucun. Et donc j'ai décidé que la peinture était masculin et que j'allais en fait... je ne vais plus l'utiliser et que j'étais en fait... On m'avait lavé du cerveau parce que je ne me suis jamais rendu compte que dans l'histoire de l'art,
c'était que des hommes. Moi, j'ai appris l'histoire de l'art, mais moi, je me suis jamais pensé, est-ce que ça c'est un homme, c'est une femme? Pour moi, c'était un artiste, ou c'était de l'art. Mais je me suis jamais aperçue que tout mon livre était rempli d'hommes. Et donc, c'est toute ma réflexion. Et donc, je voulais choisir un médium associé aux femmes pour pouvoir parler de ce problème en particulier. Wassila Tabzali, vous êtes essayiste, après avoir été longtemps avocate, après avoir dirigé pendant plus de 20 ans le programme des droits des femmes à l'UNESCO, vous avez décidé de vous consacrer d'une part à l'écriture. D'ailleurs, votre dernier ouvrage paru, La tristesse est un mur entre deux jardins, qui est un échange avec l'historienne des femmes Michel Perrault, est sorti cette année, en début d'année, chez Odile Jacob. Et surtout, et d'ailleurs c'est ce qui vous explique votre présence ici avec Rada Amer, vous avez ouvert à Alger un centre d'art, les Ateliers Sauvages, et vous dites que maintenant j'ai envie de m'engager, mais en passant par l'art. Oui, mais avant d'ouvrir les Ateliers Sauvages, en tant que responsable d'un projet à l'UNESCO sur l'élimination des discriminations à l'égard du sexe, c'était long, mais c'était comme ça. J'avais déjà organisé à Fès au Maroc, rencontre, au Maroc, oui, pendant 7-8 ans, des rencontres sur les femmes arabes et la créativité. Parce que j'avais tout de suite compris que dans certaines régions, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, et que les dire et les écrire, c'était très explicite. Et que par rapport aux formes d'art plastique, l'utilisation par exemple de la fiction ou l'utilisation des formes visuelles de l'art permettait sans doute de dire des choses qui étaient peut-être pas formulées par les artistes comme des foyers d'oppression, mais qui étaient rendues comme ça. Et d'ailleurs, ça a été une expérience extrêmement positive. Ensuite, en rentrant à Alger, après avoir passé 20 ans à Paris à l'UNESCO, je me suis rendu compte que, au fond, surtout en temps de crise, quand dans un pays où il n'y a plus vraiment de discours politique, pas politicien, le politique avait beaucoup reculé en Algérie. Et par une suite de circonstances, je me suis rendu compte vraiment que ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui d'intéressant, de vivant, de nouveau, c'était parmi dans la scène artistique algérienne qui se relevait des années de plomb. Et c'est là où j'ai trouvé des réponses, c'est là où j'ai trouvé des moyens d'articuler des discours sur ce qui se passait en Algérie. Y compris sur le genre, sur les luttes féministes, l'émancipation. Alors sur les femmes aussi, évidemment, sur les femmes. Oui. Comment vous analysez le travail de Ghada Amer ? Alors d'abord, je dois dire que sur le plan artistique, c'est vraiment... C'est formidable, c'est un plaisir formidable, c'est un talent, une créativité, etc. Maintenant, pour rejoindre un peu le titre de notre rencontre, je trouve son travail extrêmement politique, très politique. Et je reprendrai cette phrase de Godard qui dit « Je ne fais pas des films politiques, je fais politiquement des films ». Et Ghada fait politiquement de l'art. Elle ne fait pas de l'art politique. Elle fait politiquement de l'art. Et c'est extrêmement important. D'abord, elle touche au sujet qui fait mal, c'est-à-dire le corps des femmes, la sexualité. Et pas seulement parce que seulement le corps des femmes pour l'égalité, toutes ces questions qu'on a l'habitude de travailler, mais c'est surtout sur le plaisir des femmes. Et ça, c'est une question qu'on abordera peut-être après. C'est une question qui est abordée d'une façon très, très, très forte dans l'œuvre de Ghada. Ghada, une partie de la rétrospective ici au MUSEM s'intitule Sorcières et salopes. Pourquoi ? Parce qu'au FRAC, c'est la partie féministe de mon travail. Et donc, quand on se dit féministe, c'est toujours entre la sorcière et la salope. Voilà.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans une interview très intéressante publiée par Libération juste avant ce procès. Il vous pose la question: pourquoi vous exposez les archétypes du genre? Est-ce que ça vous permet de mieux les dénoncer? Vous répondez, Gadamer: je les détourne pour ne pas les nier, parce que cela a aussi été pour moi une manière de m'affirmer dans mon corps et dans mon plaisir. Oui. Comment peut-on être libre tout en acceptant ces stéréotypes? Il faut les détourner, il faut les ridiculiser, ou il faut les questionner, ou c'est un mélange de tout ça à la fois? Le problème des stéréotypes, c'est qu'un peu comme le problème de l'histoire de l'art, c'est qu'on ne se rend pas compte vraiment est-ce qu'on subit le stéréotype ou pas. Donc c'est toujours un problème de conscience qui est intéressante pour moi, parce que on est né avec, par exemple, les dessins de Walt Disney et donc on les subit. Vraiment on croit à la princesse, on croit au prince, et bon, parfois pour toute la vie, et parfois il faut faire un effort pour se rendre compte que ça n'existe pas. Et donc, dans les stéréotypes, on est toujours déçu, c'est-à-dire que, a priorité, on croit aux stéréotypes. La mode, par exemple. Ouais. C'est super, ça va m'aller. Et on voit bien que c'est vraiment, la femme, elle est comme ça, elle est grande, elle est blonde, et nous, et ça va pas m'aller. Hein. Mais ça aussi, c'est un stéréotype, cette beauté. Donc, oui, il y a des stéréotypes que j'aime, oui. Elles sont belles, ces femmes, je pense qu'elles sont sexy, et c'est OK. Et donc, il y a ce plaisir de regarder certains stéréotypes, tout en étant conscient que ce sont des stéréotypes. Et comment les dénoncer? Tout à l'heure, en préparant cette rencontre, vous m'avez dit que une des sources de vos inspirations était les films pornographiques. Pas les films, les revues. Oui, les revues, oui. Et dans ces revues, que je comprends qu'au début, vous vouliez les dénoncer. Oui. Et puis ensuite, petit à petit, ça vous a inspiré. Et vous avez même le courage de dire: ça m'a plu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Je l'ai dit et je le répète. Je l'affirme. En fait, moi, je voulais peindre avec la broderie. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi, c'était de peindre au début. Donc, il fallait trouver un sujet à peindre. En fait, c'était ça mais je savais que le sujet était la peinture, en réalité. Et donc, j'ai commencé, on le voit au FRAC, je ne sais pas si vous êtes allés, donc j'ai commencé par peindre. Ma première toile, c'était 5 femmes au travail. Et en fait, on ne voit c'est un quadriptyque, c'est 4 tableaux où on voit des femmes qui font l'aspirateur, qui s'occupent des enfants, enfin, elles font 4 activités ménagères. Et la 5e, c'est moi qui les brode. Et donc, j'ai continué par broder des femmes dans leur milieu, dans un milieu à la maison, en train de faire des activités de maison. Et j'étais pas contente de ça. D'abord, je me suis dit, la broderie, c'est un peu adéquat avec cette représentation. Il n'y avait pas une sorte de coupure. Je voulais une image qui soit en dichotomie avec la broderie. Et donc, j'ai eu l'idée de broder des femmes, puisque, on disait, les femmes dans des revues pornographiques, elles sont soumises, blablabla. Donc, je me suis dit, très bien, je vais aller dans le domaine des hommes, je vais aller prendre les revues pornographiques et je vais broder ces femmes. Et non seulement je vais broder une femme, je vais en broder plein, comme ça me fait de la peinture all over, et je peux vraiment, avec les fils, faire de la peinture. Puis après, je dis, mais c'est pas mal, c'est beau, c'est excitant, c'est pas mal. Et donc, je suis rentrée dans une sorte de... Pourquoi les femmes n'ont pas des revues? Qu'est-ce que c'est de regarder un corps nu? Et voici la Tamzali. Gada a pris des revues pornographiques pour faire sans doute la peinture avec peut-être une action d'intervenir dans ce domaine. Ça m'a rappelé le travail qu'a fait Elfriede Jelinek, qui a écrit un livre. Elle a eu le prix Nobel. Elle a écrit un livre sur La pianiste. Ça s'appelle La pianiste, qui a été fait en film avec Isabelle Huppert. Et elle fait ce livre pour faire un livre pornographique. Et elle fait un chef-d'œuvre qui n'a rien de pornographique. Même s'il y a toutes ces scènes qui sont les scènes de la pornographie. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, c'est vraiment le regard qui change tout. C'est vraiment le regard qui change tout. Parce que les choses peuvent être les mêmes,
Mais c'est le regard qui change. Voilà un peu ce que j'ai à dire là. Merci Wassila Tamzali. On passe aux pièces à conviction et on va commencer par la vôtre. Ghada, c'est ce que vous avez choisi, une de vos œuvres, le portrait d'Iman. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça représente ma cousine, en fait, avec son voile, son hijab. Et il y a écrit en 2 langues, c'est la première fois que j'utilise les 2 langues dans une toile, mon corps, mon choix, my body, my choice. Elle a choisi donc le hijab. Elle a choisi le foulard. Oui, elle a choisi son foulard, ça la regarde. Donc, en fait, je l'ai fait pour 2 choses. Parce que je savais... En fait, je l'ai fait un peu exprès parce que je savais que j'allais exposer en France et que je sais que les Français ont un énorme problème avec le hijab. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai fait cette pièce. Et surtout, c'était en même temps, en même temps que tout le débat sur le voile, je suppose, ouais. Non, My Body, My Choice, c'était pour les Américains. Ouais. Et mon corps, mon choix, c'était pour les Français. My Body, My Choice, c'était pour la loi contre l'avortement aux États-Unis qui est passée, qui était une sorte c'était étonnant, quoi. Pour moi, j'étais sur. Enfin, c'est peut-être le moment de rappeler que si vous êtes né en Égypte, vous êtes arrivé très tôt en France, à l'âge de 11 ans. Vous avez fait vos études ici en France, mais vous êtes allé aux États-Unis pour vous faire connaître en tant qu'artiste. Et c'est à partir des États-Unis que vous avez suivi toute cette histoire autour du voile. Non. Non, déjà, vous étiez là, oui. Oui, parce que moi, en fait, dans les années 80. Oui. Vous êtes rentré en Égypte et c'est là où vous avez vu que tout le monde... Et je commençais à voir que tout le monde commençait à se voiler. Et alors que quand je suis partie d'Égypte, personne n'était voilé. Et donc, de plus en plus, et je comprenais rien. Jusqu'à ce que vraiment... Et tout le monde me disait non, parce que c'est pas bien, il faut... Enfin, tout un discours religieux comme ça qui a envahi la société. Et quand je suis... Et donc, à cette époque, dans les années 80, je pensais que vraiment, en Égypte, il y a un problème. Les femmes, là, c'est retardé. La France, c'est un pays très libéral et tout ça. Et quand j'ai commencé mes études et que ce mec n'a pas voulu m'enseigner la peinture, et c'est là que j'étais très énervée et je me suis dit, non, le problème des femmes, c'est un problème... C'est au-delà du voile, il n'est pas dans ça. Je pense même pas qu'il est dans le corps. Moi, je pense que c'est un problème économique, que les femmes doivent s'affranchir économiquement. Ça, c'est pour moi, c'est le plus grand. C'est un des grandes objectifs pour moi, pour les femmes. Wassila Tamzali, vous avez été clairement contre le voile. Pour vous, c'était une forme de soumission de la femme. Est-ce que vous avez évolué sur cette position ces dernières années? Comment vous réagissez aux propos de Rada Hammer? Alors, d'abord, je ne suis pas contre le voile, je suis contre le discours sur le voile. Un discours sur le voile qui ferait du voile un moyen de liberté, là, je suis contre. Et je discute. Parce que, voilà, elle peint, moi, je discute. Voilà. Avec autant de passion et autant d'intérêt, je pense que ça fait avancer les choses. Non, je note qu'il y a une évolution, Wassila Tamzali. Vous étiez contre le voile il y a quelques années. Non, mais me fais pas dire ça. J'ai jamais été contre le voile. Je suis contre le discours. Ma grand-mère était voilée. D'accord. Je n'irai jamais arracher les voiles dans la rue. Alors maintenant, en même temps, je réfléchis pas par rapport à la France, ni par rapport à l'Amérique. Je réfléchis par rapport à l'Algérie. Et ce qui m'inquiète, c'est les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, 90% de femmes sont voilées. Et c'est pas un choix. C'est un consentement. C'est un consentement pour des règles qui sont très cruelles et très sévères. C'est là où est la différence. Oui, elle dit que c'est un choix. Moi, je dis que c'est un consentement. Non, c'est un consentement. On consent des arrangements pour pouvoir survivre dans une société. Et pas tout le monde n'est obligé de le faire. Pourquoi je ne me bats plus contre le voile ? Parce qu'en réalité, c'est devenu un instrument politique et que j'essaye de plutôt réfléchir au niveau de la politique. Je n'irai pas voir une femme pour essayer de la convaincre parce que je ne pourrais pas résoudre tous ces problèmes pour lesquels elle met le voile. D'accord ? C'est ça la différence. Mon évolution dont tu parles, et c'est vrai, heureusement qu'on évolue, mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'était une question d'abord de politique générale. Et puis, il y a une autre chose aussi.
c'est que moi qui me suis beaucoup battue dans mon travail en tant que directrice à l'UNESCO, et dans le monde occidental de la pensée occidentale, je me suis rendu compte en réalité que pendant qu'on se battait pour, on va dire, un bout de chiffon, comme disait Bourguiba, pendant ce temps, on détruisait les pays arabes les uns après les autres. Et donc j'ai réalisé que le combat, c'était pas là, il fallait le porter plus loin. Parce qu'en réalité, le voile est devenu un instrument de politique, de géopolitique. Allez, on passe au témoignage. Je vous demande maintenant je demande à Rémi de venir à la barre. Bonjour Rémi. Bonsoir. Bonsoir, donc je suis Rémi. J'ai participé hier aux travaux de la commission d'enquête et donc ce soir, devant vous, je serai Yves Chevalier, délégué du cabinet du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'aimerais vous parler de notre action et de notre bilan. Nous travaillons, nous œuvrons sans relâche pour que le corps des femmes s'affranchisse, enfin, des enjeux politiques. C'est notre rôle d'agir en ce sens, et il est de notre responsabilité d'accomplir ce chemin, ce long chemin, pour qu'enfin nous puissions vivre dans une société véritablement libre et soudée. Il n'est plus acceptable de projeter autant de contraintes sur le corps des femmes. Et nous nous employons à ce que les choses changent par toute une série de dispositifs, de programmes, à l'école, au travail, et partout cela est nécessaire. Nous organisions des campagnes d'affichage, nous créons des numéros verts, nous faisons tout pour protéger au mieux les mères célibataires, nous sommes vigilants face au harcèlement de rue. En un mot, nous rendons les femmes autonomes et puissantes. Nous pouvons nous réjouir de la conquête des droits et du chemin parcouru. Il est loin le temps de la femme objet, le temps de la femme dénuée de personnalité juridique, de ce que les médecins des Lumières appelaient la nature féminine, cette femme incapable, faible et fragile. Il est dépassé le temps de la femme hystérique, aux oubliettes, la femme reproductrice. Désormais, son corps et sa personne lui appartiennent de droit. 1946, conquête du droit de vote. 1965, conquête de l'indépendance financière. 1975, conquête du droit à l'IVG. Regardez tout ce chemin parcouru jusqu'à la PMA. Nous n'arrêtons pas de progresser. Le summum de ce mouvement progressiste, mesdames et messieurs, ce sera tout de même lorsqu'on arrêtera de se poser toutes ces questions. Quand ces choses-là seront normales et entendues comme telles. J'espère même qu'un jour, notre ministère fermera ses portes. Cela voudra dire qu'enfin, les femmes seront libres et libérées. Je voudrais m'adresser ce soir à la société tout entière. Nous avons tous notre rôle à jouer. Je dis aussi, attention à ne pas tout politiser, car il ne faudrait pas mettre en danger la cohésion sociale. Nous voulons rapprocher les femmes et les hommes, et non pas les mettre dos à dos. Je dis également aux groupes les plus vindicatifs, qui pensent mener le même combat que nous, merci, mais ne faites pas de votre action le bénéfice de vos petites obsessions. Vous encourez le risque de limiter la portée de votre discours, et par là même de brouiller notre action. Nous savons ce qu'il faut faire, alors laissez-nous faire, et patience. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons les cartes en main, alors apportez-nous votre confiance, continuez à nous laisser travailler, et surtout soyez vigilants à ne pas tout gâcher. Il s'agit là de notre projet de société. Merci. Gada, voici là, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, nous on a l'habitude en Algérie d'être rassurés par un pouvoir qui veut s'occuper de nous, en général. Mais là, par exemple, il a mis, je crois que ce discours met l'accent sur la question au fond de est-ce qu'on peut se libérer en gardant ce consensus général ?
C'est ça, au fond. Et je pense que depuis le temps que les femmes essayent de se libérer, je pense à tous les pays, dans tous les pays, il y a un moment donné où il y a une guerre qui s'installe, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que je ne pense pas que les hommes sont prêts à laisser passer les femmes et leur donner, partager avec elles le pouvoir. S'ils étaient prêts, on le saurait depuis le temps. Dominer les femmes, c'est le cœur du pouvoir dans certains pays. Alors justement, puisqu'on parle de ça, je veux montrer donc cette carte des États-Unis sur le statut du droit à l'avortement dans chaque État américain. Vous qui vivez aussi aux États-Unis, Rada, comment vous avez réagi à cette... D'ailleurs, comment on peut appeler ça, cette régression, à ces acquis qu'on pensait irréversibles et qui ne le sont pas? Moi, je suis en train de voir deux choses. Enfin, une chose, c'est que les femmes aux États-Unis, elles sont en train les droits des femmes aux États-Unis sont en train de régresser comme un peu en Égypte dans les années 80, ce que j'ai vu. Et maintenant, elles sont en train de quand même réaliser que bon, c'est pas, elles veulent pas vraiment ça, et de plus en plus de femmes se battent contre ça. Et là, ce qui se passe, et je vois la même chose qui est en train de se passer aux États-Unis. Et donc, maintenant que un peu dans nos pays, je pense qu'il y a un mouvement quand même je le sens, qui commence à monter. Aux États-Unis, ça commence à descendre. Bon. Voici la Tamzali. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, il y a un retour de bâton, là, chez les Américaines. Et je pense que dans la société occidentale, il y a une inquiétude devant l'avancée, par exemple, ce qu'on appelle le gender fluide, et la peur de la disparition de la différence sexuelle. Ça, elle est, je pense, très forte. Elle justifie beaucoup les mouvements réactionnaires aujourd'hui. À la conférence de Pékin, c'était en 1995, la délégation du Vatican, elle portait déjà ce discours. Je les ai entendus dire, mais c'est pas une réunion sur les femmes, c'est une réunion féministe. C'est-à-dire qu'on comprenait déjà que le féminisme mettait en danger cette notion des femmes et cette notion de société. Et je pense que aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écrit, et c'est passionnant, et c'est vraiment passionnant, parce que ça nous permet de réfléchir à certaines choses, mais en même temps, ça effraie les gens. Ça effraie les gens. Et je pense que là, on est dans une situation de retour de balancier. Voilà, c'est un retour de balancier. Mais j'ajouterais que les femmes sont en train de se battre. Elles sont en train de se battre quand même. Est-ce que vous avez l'impression, Rada, que quand même il s'est passé quelque chose avec le mouvement MeToo? Oui, bon. Moi je ne suis pas très MeToo, mouvement. Non. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que sinon ça va tourner autour de ça. Non, mais c'est toujours, je suis en train de me répéter. Moi, je pense qu'il faut qu'elle s'affranchisse et qu'elle soit l'égale de l'homme. Il faut qu'elle gagne le même salaire que l'homme. Il faut qu'elle soit riche comme les hommes et c'est ça. Pour moi, c'est le plus important. Que moi, je pense que le mouvement MeToo était beaucoup plus axé sur la sexualité et des scandales, ou peut-être que c'était pas leur intention, mais ça a pris des trucs de scandale de sexuel et donc pour moi ça m'a gavé, franchement. Et donc c'est pas très intéressant pour moi. Aussi la Tamzali, vous êtes comment vous réagissez à... Complètement MeToo, hein. Complètement, ouais. Oui, complètement. Complètement, à fond la caisse, parce que le consentement pour des affaires sexuelles entre adultes, ça a été une conquête du monde occidental. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc, le consentement, c'était un acte sacré dans les tribunaux. Si les personnes adultes consentaient, s'il n'y avait pas eu de contrainte évidemment physique, à ce moment-là, le juge n'intervenait pas. Et ça a été une vraie conquête. Et c'est important d'ailleurs. D'une certaine manière, c'est aussi très important. Mais là, devant le juge, le consentement n'est plus considéré comme un choix libre. Et on est passé dans une autre catégorie de paramètres. Et on est passé d'une analyse patriarcale,
qui a fait de ce fameux consentement, la possibilité à l'homme d'exercer un amour prédateur, sur les femmes, sur l'ensemble des femmes. Et on est passé à cela, on est passé de l'autre côté, à une analyse féministe de ce qu'étaient les rapports entre les hommes et les femmes. Et je trouve que c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que ça va changer le monde, tout de suite, mais qu'il y a quelque chose qui s'est mis en marche, qui a rendu sans doute certaines choses irréversibles. Et depuis le début de cette rencontre, Héloïse Bouton depuis Paris, bloquée chez elle par cette entorse, nous écoute. Vous voulez sans doute réagir. Héloïse Bouton, la parole est à vous. Oui, écoutez, juste pour réagir à ce qui vient d'être dit, pour moi, c'est intéressant parce que pour moi, MeToo, c'est pas du tout une histoire de sexualité, c'est vraiment une histoire de domination, en fait. Et c'est un système de domination, d'oppression qui est en œuvre depuis des décennies, des siècles, et auquel des femmes victimes, mais aussi des hommes, quelque part, pour moi, ça n'a pas de genre, ce système de domination, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas que une domination de genre, c'est aussi parfois une domination de classe, une domination de race, plein d'autres choses qu'on pourrait aussi évoquer. C'est des personnes qui veulent sortir de ce système. Et j'ai l'impression aussi certaines d'entre elles mettent 30 ans à parler parce que c'est malheureusement un processus traumatologique connu aujourd'hui. C'est l'amnésie traumatique, c'est le déni, et ça prend du temps. Enfin, des spécialistes comme Muriel Salmona en parlent beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, c'est le temps qu'il faut pour se souvenir, en fait. Quand on a quand on a vécu un choc émotionnel très fort, souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'on se souvient pas, on n'arrive pas à mettre les mots dessus, et que parfois voir quelqu'un qui a le courage de prendre la parole, ça inspire, ça crée un choc, un déclic, ça fait sortir du déni, et ça permet aussi de prendre la parole. Donc après, moi, ce qui m'agace un peu avec le mouvement MeToo, c'est l'espèce de marketing qu'il peut y avoir autour de ça, parce que c'est devenu un peu un slogan, comme beaucoup de choses aujourd'hui dans le féminisme sont devenues des slogans, et on sait plus trop si on est dans une grande entreprise capitaliste qui nous vend des t-shirts ou si on est vraiment dans un combat politique. Donc moi, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec parfois la médiatisation aussi de ces affaires-là, mais je pense que c'est hyper important, et j'espère que ça va continuer à transformer la société en profondeur. Alors, bravo, merci. Mais vous, Héloïse Bouton, vous avez mené vraiment un combat politique ou civique, un combat même physique, on peut le dire, et enfin juridique, ça on le sait. Mais ce que j'entends dans les arguments de Rada, je voudrais absolument qu'on comprenne aussi sa position, c'est que la mère de toutes les batailles, c'est le combat économique. Elle n'arrête pas de revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire qu'il faudrait absolument que les femmes prennent le pouvoir économique pour pouvoir justement avoir tous les droits. Je pense que le pouvoir économique, c'est un des biais, clairement. Aujourd'hui, pour moi, le combat, il est pluriel. Il est à l'endroit de la représentation, il est à l'endroit du pouvoir politique, il est à l'endroit de l'économie, mais il est aussi à l'endroit de la représentation, en fait. Pour moi, alors, justement, pour la représentation, mais Héloïse Bouton, c'est très important pour la représentation, parce que pour tout vous dire, j'ai eu la même réaction que vous quand on a discuté ce matin avec Rada. Mais Rada dit la représentation, c'est octroyé. C'est un droit octroyé, et elle préfère un droit arraché et plutôt un droit qui s'installe, quoi. En fait, je pense que ça dépend des causes. Il y a des choses qui méritent d'être arrachées, et il y a des choses, je pense, qui se passent de manière peut-être un peu plus subtile ou moins frontale. Et je pense que les deux types de combats méritent d'être menés ensemble pour arriver vraiment à une égalité réelle. Merci beaucoup. Héloïse Bouton, est-ce que vous voulez réagir ? Merci beaucoup d'avoir participé à ce procès. Je voudrais passer maintenant à une pièce à conviction. C'est une pièce du musée avec la participation d'Elia Pockner qui va venir nous en parler. Bon, elle est... Ah, voilà. Vous voilà. Quelle est votre pièce à conviction ? Elle tourne autour du travail de Rada, je suppose. La pièce à conviction que je souhaite vous présenter est trop énorme pour que j'ai pu la porter. Elle passait pas la porte, elle rentrait pas dans ma poche. Elle est
derrière moi, devant vous, et aussi au-dessus, puisque vous l'avez peut-être aperçu, entre le Mucem et le Fort Saint-Jean, au bout de la passerelle. C'est un jardin que nous avons produit il y a quelques semaines, quelques mois, pour clamer une phrase qui peut être interprétée à la lumière de tout ce qu'on vient de dire. C'est une phrase détournée, en fait. Une phrase aperçue sur la place Tahrir pendant les manifestations des printemps arabes par Ghada. Elle était brandie par des féministes qui avaient choisi un adage misogyne, traditionnel, très répandu en Égypte et dans le monde arabe, qui se prononce « Saut al-mar'a awra », la voix de la femme est source de honte. Mais ces manifestantes, ces activistes, ont modifié une lettre. « Saut al-mar'a thawra », la voix de la femme est révolution. D'abord, c'est l'occasion de dire que la voix de la femme, elle est multiple, et que la voix de Ghada, souvent aussi, elle est multiple aussi. Ghada travaille inclus, donne du pouvoir aux gens qui travaillent avec elle. Nous avons travaillé avec les paysagistes du Mucem, Jean-Laurent Felizia, qui nous a aiguillés vers une fleur la plus signifiante possible. Quand vous vous approchez du jardin, il sent un petit peu le curry. C'est la senteur de l'immortel. L'immortalité comme signe de la persévérance des luttes. L'immortel, elle a aussi des vertus curatrices, cicatrisantes, peut-être un symbole de résilience. Au centre des lettres, on a placé du charbon. Peut-être c'est le feu de la révolte de Ghada, peut-être c'est le feu de celui des activistes de la place Tahrir, peut-être c'est aussi le feu des bûchers auxquels les sorcières des siècles passés ont été condamnées. En tout cas, c'est des matériaux fragiles, ce sont des matériaux lourds qui vont tendre à se dégrader quand ils seront exposés là aux embruns et au mistral. Donc comment faire ? D'abord, je ne suis pas sûre du tout que ce jardin puisse perdurer. C'est mon souhait parce que je m'y suis attachée, parce que je trouve qu'il fait sens ici et je trouve qu'il s'intègre très bien dans le site. Mais comment faire ? Un musée a vocation à conserver une œuvre pour qu'elle ne se détériore pas, donc pas vraiment à la mettre, à l'exposer au Mistral. Peut-être qu'il y aura une solution. Je vais m'y employer. Peut-être que Ghada pourrait céder au Mucem les plans de ce musée, de ce jardin. Et nous pourrions l'inscrire à l'inventaire, tout en conservant ce jardin-ci aussi longtemps qu'il nous plaira, et puis en le laissant se dégrader si cela se produit. Merci beaucoup, Elia Bockner, merci beaucoup. Rada, est-ce que toutes les pièces qu'on peut voir dans cette grande rétrospective française qui vous est consacrée, Rada, est-ce que vous pouvez les exposer en Égypte ? Est-ce que vous pouvez les montrer aux ateliers sauvages à Alger ou à Sila Tamzali ? Mais d'abord, Rada. J'ai montré mon travail en Égypte, en fait, très tôt, en 96. Mais bon, c'est pas au musée. Je n'ai pas montré au musée. Vous savez, la question de montrer, ça se pose aussi, par exemple, aux États-Unis. Moi, j'ai eu l'encyclopédie du plaisir qui est exposée au Mucem. J'ai pas pu la montrer aux États-Unis parce qu'aussi dans un espace public, parce que en fait, c'est toujours les espaces publics qui posent un problème, parce que il y avait le mot pénis, vulve, il y avait des mots et il m'a été interdite aussi de l'exposer. Donc c'est pas parce que par exemple au Panama, moi j'ai fait un travail qui n'a rien à voir ni avec la sexualité ni avec cette très politique. On me l'a confisqué. Et bien du coup je vais vous poser la question. Et en France, est-ce qu'une de vos pièces a été censurée ou a prêté Non. Non, on m'a pas appris à peindre, c'est tout. Non, on m'a pas appris à peindre. Non, en France, ils sont en général beaucoup plus cool. En Europe, je trouve. Ouais. Ouais. Wassila Tamzali, alors vous qui aimez tant le travail de Rada Hammer, est-ce que vous pouvez exposer tout son travail, une partie de son travail aux ateliers sauvages ? Alors, si je fais le pari que les policiers ne comprendront rien, oui.
Moi, je sais que quand on organise un événement aux ateliers, il y a toujours un policier qui se promène. Et notre chance, c'est que souvent, il ne comprend pas. Par exemple, quand Mustapha Ben Fodil est venu donner sa pièce, il était perdu, il était vraiment perdu. Je suis allée, d'ailleurs, je les reconnais, en général, je les reconnais très vite, je suis allée lui proposer de s'asseoir. Et quand il nous a vus tous pleurer, parce que c'était tellement émouvant, alors là, il s'est mis contre le mur, il s'est dit qu'on était fous sans doute, et il est parti. Donc si je fais le pari que les policiers ne comprendront pas, je fais venir Ada. Mais sinon, on se fait emprisonner toutes les deux, ça c'est clair. Merci au public d'être venu. Merci beaucoup à Rada et à Wassila. Cette séance a été enregistrée le 5 décembre 2022, avec la participation de Ghada Hammer, Wassila Tamzali, Héloïse Bouton, Elia Pockner et de Toufik Hakem à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold. À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta, Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon. En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.